Hello! On se retrouve aujourd'hui du coup pour parler des sorties du mois d'avril. Alors franchement vous allez voir, comparativement aux autres mois, ça a pas été... Excusez-moi, j'ai la voix qui est en train de partir en cacahuète. J'ai pas eu trop de mal à faire ma sélection parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de livres qui m'intéressaient que les mois précédents. Pourquoi? Je sais pas, est-ce que les maisons d'édition se sont enfin calmées? Je ne sais pas. Est-ce que c'est moi qui, parce que vous savez, je suis toujours dans ma panne un peu de lecture où je commence 15 trucs, y a rien qui m'intéresse et tout. Est-ce que je suis dans ce mood là et que du coup, bah même en termes de sortie, quand je la regarde, je fais genre, ouais, mais... Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même 15 livres à vous présenter, donc on arrête de blablater et je vous présente ça tout de suite. Du coup, on va commencer avec les suites de séries, donc je suis désolée, je vais avoir mon petit portable, ça me permet de vous donner quand même des résumés qui sont un peu moins vaseux que ce que je peux vous faire de temps en temps. On va pas se mentir. Donc, le premier, moi, qui m'intéresse énormément, et j'ai envie de vous dire évidemment, il s'agit de Un faucheur aux portes de Sabaa Tahir. Donc c'est le livre 3, du coup, dans sa série Une Bresse sous la cendre. Donc comme vous le savez, parce que ça fait un moment que je vous en parle, donc moi j'ai déjà le 1 et le 2 que j'avais déjà lu il y a des années, et j'étais jamais allée au bout de l'histoire, quoi. Du coup là c'est le 3, mais je me rends compte en lisant le résumé du 3 que vraiment je me souviens pas de tout, quoi. Enfin, il y a des trucs où je suis genre, c'est qui ça? Donc, c'est du coup un livre qui raconte, enfin, c'est une série, pardon, qui raconte un empire qui ressemble un peu à l'empire romain. Donc, on va être un peu sur une Rome, si vous voulez, donc vraiment dans son thème, c'est-à-dire, enfin, vraiment ce côté, on a l'impression d'être un peu à l'Antiquité, on a l'impression qu'il y a vraiment des castes. Là, on est vraiment sur un empire qui est martial, c'est-à-dire que vraiment la caste qui correspondait finalement aux guerriers, aux soldats et tout, a pris le pouvoir et a renversé les érudits qui maintenant sont devenus plus ou moins des esclaves, quoi. Et qui n'ont plus le droit d'ouvrir un bouquin, évidemment, puisque le savoir, c'est dangereux. Et voilà, et donc on est dans cette espèce de cité un peu sablonneuse, un peu à l'ancienne, etc., où il y a ces castes, et autour de laquelle gravitent finalement d'autres royaumes et d'autres peuples qui sont plus ou moins nomades, etc. Donc c'est assez, visuellement, vous verrez, c'est assez riche. Et on va suivre deux personnages principaux, même s'il y a pas mal de personnages aussi qui vont venir graviter autour d'eux, mais donc une jeune femme qui s'appelle, je ne sais plus comment, je crois qu'elle s'appelle Laïa, mais je vais pas vous dire de bêtises, qui est donc une personne dont le frère a rejoint la rébellion, et qui s'est fait arrêter. Et donc elle va essayer de s'infiltrer au sein de la rébellion et s'infiltrer au sein d'une école sanguinaire qui prépare le prochain empereur, tout aussi sanguinaire d'ailleurs, pour récolter des informations et pour que la rébellion en fait l'aide à récupérer son frère, parce que bah on n'y a jamais rien sans rien, quoi. Donc on va suivre ce personnage là qui est hyper courageux, qui est vraiment un personnage mais époustouflant, tellement bien écrit, enfin vraiment elle vous prend en tripes, en plus elle a ce côté un peu ingénu mais en même temps elle a cette force là qui va se bâtir et se construire au fur et à mesure des événements traumatisants qu'elle va vivre et tout, enfin vraiment c'est magnifique. Et on va suivre aussi un jeune homme, dont je me souviens absolument plus le prénom, je suis désolée, qui lui fait partie du coup de l'école et qui est donc pressenti pour être le prochain empereur, donc voilà, en gros, rien ne l'est destiné à se rencontrer et à faire alliance, mais c'est un peu ce qui va se passer et ils vont plus ou moins tomber amoureux, donc c'est vraiment une très très belle histoire. Donc moi j'ai lu les 2 premiers tomes, j'avais beaucoup aimé. Je pense que c'est une série qui va me briser en 1000 morceaux, c'est-à-dire que je vais arriver au tome 4 et je vais faire sortez les mouchoirs. Mais voilà, c'est très très chouette, si vous connaissez pas, je vous conseille vivement. En plus ils ont sorti des éditions mais sublimissimes, donc là vraiment on a plus d'excuses, et moi du coup je pense que je vais me refaire les 2 premiers en audio sur Nextory, parce qu'ils sortent aussi sur Nextory au fur et à mesure, avec une quinzaine, vingtaine de jours de décalage par rapport à la sortie papier, donc voilà, ça vaut le coup aussi si vous avez envie de les écouter parce que ça vous paraît être un petit peu un engagement un petit peu trop trop sérieux pour vous et trop épais, parce qu'il y a quand même 4 tomes et c'est des bonnes pavasses, bah du coup vous avez toujours cette option là. Ensuite sortira le 11 avril Les Dames de Marlowe, ce tome là c'est le tome 4 du coup, c'est de Robert Thorogood et ça s'appelle Meurtre sur la Tamise. Donc si vous ne connaissez pas Les Dames de Marlowe, c'est une série de cozy mystery. Donc moi je suis pas très cozy mystery, j'en lis pas tellement, voilà, c'est pas
pas mon genre de prédilection. J'avais essayé un Agatha Raisin, j'avais pas trop accroché. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je lis beaucoup, mais alors cette série-là, je l'adore. On va suivre du coup une vieille dame qui est cruciverbiste avec ses deux copines qu'elle va plus ou moins se faire un peu comme ça là au sein de la première enquête. Et ensuite, elles vont s'immiscer comme ça assez régulièrement dans les enquêtes de leur village, qui est donc Marlowe si je me trompe pas. Et donc mener à bien finalement, enfin résoudre en fait les mystères et les crimes qui se passent au sein de leur village. Et chaque tome est juste incroyablement bien écrit. Enfin, moi quand j'avais acheté, vous savez, les petits meurtres de Noël là, de Alexandra Benedict, les 4 petits meurtres de Noël, je crois d'ailleurs. Alors, comment j'ai pu me souvenir de son nom, me demandez pas. J'attendais cette vibe-là, ce côté un petit peu on va aller voir une enquête, mais c'est mignon, et en même temps les personnages sont attachants, et en même temps, bah voilà, comme c'est des personnages qui sont un peu âgés, ils ont toute une vie derrière eux, donc ils sont très très riches en expérience et en anecdotes, etc. et tout, c'est génial. Bon, au final, ça a été une catasse complète. Mais vraiment, les Dames de Marlowe, je vous le conseille vivement, et moi je me les prends sur Audible, et je trouve que l'audio, il est mais genre chef's kiss. Vraiment, il est tellement bien. Et donc je vous conseille vivement cette série si vous ne connaissez pas et que vous avez envie d'un truc un peu cosy. Moi je trouve que le printemps là c'est vraiment la période parfaite pour la romance Régence et le cozy mystery et le cozy fantasy, donc bon le cozy quoi on va se dire. Et donc je vous conseille vraiment cette série parce que c'est très très cool. Ensuite nous avons aussi Witchwalker le tome 3 du coup qui est donc alors le faucheur de sorcières, ça s'appelle en français, c'est sorti aux éditions Lost Kingdom. Donc comme vous le savez, j'avais lu le numéro 1, c'est de Carissa Weeks, j'avais beaucoup aimé, même s'il y avait des défauts au livre, j'avais vraiment passé un très bon moment dans cette histoire que j'avais trouvé assez originale. Donc on était sur, vous savez, alors par contre vous allez voir, je vais vous expliquer l'histoire, ça va être un peu brouillon parce que ça faisait partie des défauts de cette série, c'est que dans le 1, le world building il est un peu bancal, c'est-à-dire qu'on vous balance, il y a beaucoup de information dropping comme ça, là, par ici par là, où là on vous balance tout, et après t'es un peu genre attends, j'ai pas eu le temps d'assimiler, donc bon, voilà, c'est un peu sa faiblesse on va dire du tome 1, c'est pour ça que j'ai hâte de lire le tome 2 pour voir si on va réussir à renforcer un peu ça, et solidifier les fondations de l'univers qui fait que c'est plus facile pour nous de déambuler dans cette série et de comprendre un peu les enjeux. On verra bien. Quoi qu'il en soit, là il y a le tome 3 qui sort, et donc l'histoire c'est, on va suivre deux personnages, une jeune femme dont la sœur a été prise par le faucheur de sorcières qui vient chaque année dans le village pour prendre une sorcière et s'en va avec, et on ne la revoit jamais. Donc on ne sait pas du tout ce qui lui arrive, est-ce qu'elle est tuée, est-ce qu'elle est, enfin, voilà, est-ce qu'elle est emprisonnée, est-ce qu'elle est sacrifiée, on ne sait pas. Et un jour, du coup, le faucheur de sorcières va revenir, donc c'est notre deuxième personnage, et donc notre héroïne va se dire, bah écoute, je vais l'emprisonner, le tuer, le menacer, machin, pour récupérer ma sœur. Au final, c'est pas du tout ce qui va se passer, donc va s'en suivre tout un tas d'événements que personne n'avait vu venir, et franchement, je trouve que c'est l'élément le plus incroyable de cette série, c'est que vraiment vous pensez savoir dans quoi vous mettez les pieds, et en fait, mais absolument pas. Après, moi je trouve qu'il y avait un côté aussi un peu, alors vraiment à prendre avec des pincettes, mais un peu Naomi Novich, dans le côté un peu conte glacé, on sent qu'on met le doigt dans un univers avec des histoires de dieux, des histoires de forêts enchantées, des histoires de magie un peu ensorcelante, envoûtante et tout. Moi je vous dirais, il faut pas forcément y aller pour une plume de dingue ou pour un univers ultra bien construit, il faut y aller pour une ambiance. Enfin, c'est vraiment comme ça que je vous conseille cette série. Et du coup, moi, franchement, je vais lire le 2, et je pense que je lirai le 3, et je crois que c'est une série en 5 tomes, si je me trompe pas. Mais voilà, c'est quand même une bonne série, assez solide, donc si vous hésitez, n'hésitez plus. Le tome 1, il y a vraiment ce côté froid, parce qu'ils sont sans arrêt, en fait, dans le froid glacial, etc. Donc, si vous cherchez quelque chose pour cool off un peu là, votre été, bah n'hésitez plus. Et en dernier sortira du coup le 30 avril Westwell de Lena Kiefer, le tome 3. Donc là je vous en parlerai du coup dans mon bilan de lecture, mais j'ai lu le tome 1 au mois de mars, donc forcément je vous parle du coup du tome 3. On est sur une histoire un peu à la Roméo et Juliette, c'est-à-dire qu'il y a un jeune homme et une jeune femme qui étaient ensemble, qui étaient fiancés, etc., heureux, qui malheureusement, excusez-moi, ont été retrouvés dans leur chambre d'hôtel morts, et qui a priori auraient fait une overdose. Et donc évidemment les deux familles de chacun
se haïssent, et malheureusement, ou heureusement pour nous, le frère et la sœur du coup de ces deux protagonistes-là qui sont décédés vont tomber amoureux. Donc comme vous pourrez le comprendre, ça va être compliqué pour eux quoi. Mais c'est assez beau, enfin c'était assez bien fait, je vous raconterai du coup on va dire mon point de vue, mais on va suivre du coup ces deux points de vue, et notamment ce qui est intéressant c'est que elle va essayer de comprendre pourquoi sa sœur est décédée alors qu'elle prenait pas de drogue, pourquoi cette overdose, est-ce que c'est un coup monté, etc. et tout, donc il y a vraiment cette romance et ce fond d'enquête finalement dans les hautes sphères de New York, de la jeunesse dorée de New York, donc voilà. On enchaîne du coup avec les nouveautés. Le premier dont j'avais envie de vous parler, c'est Not in Love de Ellie Hazelwood qui va sortir le 2 avril. Donc il est déjà sorti. Donc je vous avouerai que j'aime beaucoup les Ellie Hazelwood, mais elle a cette particularité de faire des pitchs en fait de livres qui, de prime abord, me tentent moyen. C'est-à-dire que typiquement, vous voyez, c'était... le dernier que j'ai lu d'elle, c'était celui avec la couverture orange, là je vous le remettrai, je me souviens plus de son nom. J'avais lu le pitch mais 20 fois et j'étais là, non en fait ça me dit pas, puis un jour je sais pas j'ai craqué et au final j'ai adoré. Donc, je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, on va voir. En tout cas là avec Not in Love, c'est clairement ça. Et c'est aussi dû au retour, donc je vous explique. En fait, on va suivre deux personnages. Donc on va suivre Rue, qui est vraiment la nana, genre je couche avec un mec, je me casse, et je ne veux plus en entendre parler. Enfin, en gros, les histoires d'amour, c'est pas pour moi. Moi, dans ma vie, j'ai mon boulot, deux potes, et ça me suffit. Et qui un jour, en fait, va coucher avec un gars. Lui va être un peu amoureux d'elle, enfin voilà, va tomber un petit peu en émoi devant cette jeune femme, etc. Elle se dit, bon, c'est bon, hop, j'ai fait ma petite affaire, c'est fini. Et en fait, le lendemain, malheureusement, elle va se rendre compte que sa boîte a été rachetée par ce mec-là. Et donc, elle va devoir le voir tous les jours. Et donc, lui va essayer, d'après ce que je comprends, un peu de la persuader de continuer leur relation là où elle ne veut jamais de lendemain, quoi. Si vous voulez, c'est comme ça, moi je trouve que... Alors déjà, le côté insta-fuck, moi j'ai un peu du mal. C'est vraiment un trope, je sais que j'accroche pas, parce que comme je vous ai expliqué plusieurs fois, moi j'ai besoin de cette tension, et que l'acte du coup arrive vraiment comme vraiment la cerise sur le gâteau, l'accomplissement de leur tension, de cette... Il faut qu'à un moment donné, nous on se dise non mais il faut qu'il le fasse là, qu'on arrête d'en parler quoi. Mais je trouve que quand c'est servi comme ça, dès le départ, au bout des premières pages, je sais pas, c'est un peu... Enfin, je sais pas, ça manque un peu de saveur après, je trouve. Donc, on va voir comment Ellie Hazelwood a traité ce sujet-là. Peut-être que c'est hyper bien fait. Après, il y avait beaucoup de gens qui disaient, comparativement aux autres, qui est une romance où c'est smutty, là, c'est plutôt ultra smutty avec un peu de romance. Donc, je ne sais pas si je vais apprécier ma lecture. En tout cas, voilà, vous savez, ça sort le 2 avril. C'est un Ellie Hazelwood. Habituellement, Ellie Hazelwood, on adore. On verra bien. Ensuite, le 3 avril, il y a un livre qui me faisait super envie quand il était sorti en anglais. Et après, les retours avaient pas été dingue. Enfin, il y a vraiment des gens qui disaient ouais, c'est super cool, c'est sympa et tout. Et il y avait des gens qui disaient ah, franchement, c'est naze, je me suis fait chier et tout. Du coup, j'étais un peu genre qu'est-ce que je fais? Donc, je voulais l'histoire, du coup, ça s'appelle Night of the Witch, c'est de Sarah Rash and Bess Revis. Ça sort aux éditions Nathan. Alors, dans une édition, les gars, alors je monte sur mon petit portable histoire de voir. Bah alors. D'une beauté. Alors c'est pareil, hein, quand il était sorti en anglais, je me suis dit mais c'est trop beau. Donc je vous lis l'histoire. Fritzi, dernière survivante d'un clan de sorcières décimées, n'a qu'un objectif, sauver sa cousine Liesel du bûcher. Otto, capitaine des redoutables Hexenjäger, traque sans relâche les pratiquantes de magie. Leur rencontre va bouleverser leur destin et remettre en question tout ce en quoi ils croyaient. Entre vengeance et passion, magie naturelle et devoir, découvrez une romance envoûtante dans le contexte historique fascinant de la chasse aux sorcières. Donc c'est dans l'Allemagne du XVIIe siècle, donc c'est 1600 et quelques. Alors moi j'avoue que la chasse aux sorcières dans l'Allemagne du XVIIe, c'est pas un contexte historique que je connais très bien, mais franchement pour le coup ça me hype de ouf. Et en plus je trouve qu'il y a ce côté un peu serpent and dove, là, vous voyez, genre le côté c'est un chasseur de sorcières, c'est une sorcière, est-ce qu'ils vont tomber amoureux et tout. C'est une série, et ça me tente bien. Je me dis, est-ce qu'elle va réussir justement à transformer l'essai là où on sait que Serpent and Dove, le 2, a tellement été critiqué que même moi j'ai lu 25 pages, je me suis ennuyée, j'ai arrêté, j'ai pas continué la série.
On verra. Après, il y a une sortie de PKJ qui m'intéresse. Alors, comme vous le savez, habituellement, c'est pas du tout la maison d'édition vers laquelle je me tourne parce que c'est souvent des romances très adolescentes et c'est pas trop ma came. Mais celle-ci, j'aimais vraiment bien le pitch que je trouvais très très drôle parce que c'est l'histoire de deux adolescents du coup qui sont au lycée et qui ont monté une entreprise, donc c'est Auguste et Valentine, qui s'appelle Summer Love. Et en fait, c'est une entreprise à laquelle font appel les parents pour que leurs enfants break up, se séparent de leurs copains ou de leurs copines, quoi. Et donc, je trouvais ça tellement drôle. Et donc, apparemment, ils engagent Auguste et Valentine, et on sait pas trop comment, mais chacun va à chaque fois essayer de faire en sorte que la personne se sépare de la personne avec qui elle est. Jusqu'au jour où Auguste, qui ne croit absolument pas à l'amour, va être mis sur une mission auprès d'une jeune femme qui s'appelle Ella. Donc a priori de ce que je comprends c'est qu'il va devoir la faire break up avec son copain et il va tomber amoureux d'elle. Donc je sais pas trop comment ça va se passer mais je trouve qu'il y a quand même une vibe, il y a quand même moyen que ça soit mignon un peu à la Nothing Like the Movies. Donc écoutez on verra bien, c'est de Adriana Matter et je sais plus si je vous l'ai dit mais ça sort donc le 3 avril. Ensuite, on a une nouvelle sortie de Jenny Colgan, et ça me fait très plaisir. Donc Jenny Colgan, c'est celle qui a écrit La petite boulangerie du bout du monde, qui reste quand même mon livre doudou de tous les temps. Et donc là, c'est De fil en aiguille. Donc c'est un tome 2. L'année dernière, elle avait sorti un autre livre qui s'appelait Au-delà des nuages, mais qui, je vous l'avoue, ne me tentait pas trop, parce que ça parlait d'une nana qui pilote des avions et qui a des accidents, sachant que je suis une flippée de l'avion comme Jaja. Alors l'idée de me dire que j'allais lire une histoire où la nana se plante en avion, non pas une, mais 2 fois, je me suis dit, ce n'est pas une bonne idée. Donc je l'ai pas lu, mais pour autant, elle a sorti du coup un deuxième tome, et qui est plutôt un tome compagnon, on va suivre finalement une jeune femme, etc., et qui est dans le même univers, puisqu'on est dans la même... c'est sur une île des Highlands, en fait, en Écosse. Donc je vous lis l'histoire. Gertie Mooney a toujours eu la tête dans les nuages. Depuis son plus jeune âge, elle rêve de quitter son village natal au nord de l'Écosse et de découvrir le monde. Mais à 30 ans, elle travaille toujours dans la supérette de Carso et habite toujours avec sa mère et sa grand-mère dans le cottage familial, où les habitués de leur cercle de tricot viennent s'adonner à leur passion de la pelote. Et depuis quelque temps, la laine a littéralement envahi chaque pièce de la maison, même sa chambre. Des changements s'imposent, et le destin semble être de son côté quand on lui propose de travailler pour McIntyre Air, la compagnie aérienne qui relie les petites îles de cette région reculée de l'Écosse. De fil en aiguille, une toute nouvelle vie s'annonce pour Gertie et ses plus grands rêves pourraient bien se réaliser. Bon, après, a priori, donc McIntyre Air, vous l'aurez compris, c'est la compagnie aérienne qu'on voit dans le premier tome. A priori, on vient quand même avoir des histoires d'avion, donc j'espère que ça va bien se passer cette fois. Mais ça a l'air très mignon et j'aime bien le fait que ça se passe en Écosse, donc j'ai hâte de voir ce que Jenny Colgan nous en a fait. Habituellement, on est plutôt en Angleterre, donc ça sent la petite lecture mignonne, toute doudou. J'espère qu'il sortira en audio du coup. Après, il y a un livre qui me fait trop envie depuis qu'il est sorti en anglais, je suis trop contente, et vraiment celui-ci, je pense que je vais me l'acheter. Ça s'appelle, All Flames and New Fortunes de Sarah Ogle, qui sort du coup le 3 avril. Et c'est une romance du coup sur fond un petit peu de magie, mais genre a priori c'est très très léger. C'est l'histoire d'une jeune femme du coup qui s'appelle Romina, qui détient une boutique de fleurs, et qui utilise le langage mystique des fleurs pour aider les autres à trouver l'amour. Alors moi déjà ça, j'achète, direct. Et en fait, pour autant, elle croit plus en l'amour parce qu'en fait, son petit ami du lycée, Alex, lui a complètement brisé le cœur et depuis, elle a décidé qu'elle n'aimerait plus jamais personne. Mais tout change le jour en fait où elle va à un mariage où il y a son ex. Et en fait, afin de le rendre jaloux, elle va faire croire qu'elle sort avec Trevor, qui est son collègue. Et a priori, ce petit mensonge va avoir bien des répercussions sur sa vie, et notamment sa relation avec Alex. Donc du coup, ça a l'air plutôt cool, c'est une histoire de second chance, c'est pas mon trope préféré. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Après, je trouve que là, ça a l'air d'être un second chance, ce qui est mignon, parce que voilà, les amours un peu de jeunesse de quand on a 18, 19 ans ou 17 ans, bon, c'est pas trop méchant. Moi, j'avoue que les second chances que j'aime pas, c'est quand genre ils viennent de passer 10 ans ensemble, machin, ils se séparent et d'un coup d'un seul, ils se disent bon, finalement, il faudrait qu'on revienne ensemble. J'y crois pas une seconde, mais on verra bien. Je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de romances dans cette sélection, mais écoutez, c'était ce qui m'inspirait ce mois-ci. Le prochain, c'est Some Stupid Love Story de Kathleen Doyle, qui a l'air plutôt drôle parce que je trouve que, alors ça sort le 3 avril aussi, ça ressemble un peu à un livre qui ferait une bonne série Netflix. Alors je vous raconte pourquoi. En fait, on suit Seth et Molly, qui sont donc deux personnages. Donc Molly écrit des comédies romantiques pour gagner sa vie, mais elle sait que la romance est une fumisterie.
La seule fois où elle a tombé amoureuse, c'était de Seth, son petit ami du lycée, qui lui a brisé le cœur. Seth, lui, croit à l'amour, alors que c'est un avocat spécialisé dans les divorces. Les deux en fait vont se retrouver du coup à la 15e année, vous savez, de la réunion des anciens élèves, là, donc c'est un truc très à l'américaine, moi j'avoue que je connais pas, mais voilà. Et donc ils vont faire un pari, celui qui peut prédire le destin de 5 couples avant la prochaine réunion doit déclarer que l'autre a raison au sujet de l'amour véritable, donc est-ce que c'est une vaste fumisterie ou est-ce que c'est vrai? Et le piège, c'est que le 5e couple est le leur. Donc ça a l'air plutôt chouette, et j'ai vu des premiers retours de personnes qui l'avaient reçu en service de presse qui ont dit que c'était super bien, que c'était assez drôle, et que franchement ça se lisait tout seul. Donc assez excitée par cet ouvrage. Ensuite, je pense que vous allez le voir passer partout, il s'agit de La petite boutique des sortilèges de Sarah Bessdurst, qui sort du coup aux éditions Brajlon le 9 avril. Donc là c'est une... Alors ça s'appelait comment en anglais? C'est une énorme... c'est une spell shop. The Spell Shop, un truc comme ça. Donc du coup moi je l'ai lu en anglais l'année dernière, j'ai adoré. Enfin c'est un cozy fantasy où on va suivre une jeune femme qui s'appelle, je vous dis ça tout de suite, qui s'appelle Kiela, qui tient du coup une librairie, enfin pas une librairie, une bibliothèque extrêmement importante au sein de l'Empire et tout, où on a notamment tous les livres de magie et de sortilèges. Et un jour, la rébellion fait rage et veut brûler la bibliothèque, donc qui est là, elle est genre en PLS, genre et donc du coup elle prend plein de bouquins, elle prend sa plante grimpante qui accessoirement parle, et elle s'enfuit en fait avec les livres sur une petite île très très loin, qui est donc la petite île où elle est née, à l'origine, où elle a passé ses toutes premières années de petite fille, quoi. Et elle va donc s'installer là-bas, et elle va ouvrir une petite boutique de confiture. Donc... Et elle va rencontrer plein de petits personnages trop mignons, c'est vraiment... c'est la cozy fantasy qu'on a envie de lire. C'est vraiment dans la lignée de Legends and Latte, c'est-à-dire que il n'y a pas des enjeux de ouf, même si en vrai, moi j'ai trouvé que les enjeux étaient quand même assez importants par moment. C'est pas le truc où vous allez vous dire « Ah ouais, oh là là, quel world building incroyable !» Mais... c'est tout doux, c'est trop mignon, le personnage de Kiela il est super attachant, même si par moments elle est vraiment attachante, parce que alors t'as envie de lui mettre des claques, mais voilà, c'est ces lectures, vous savez, où vous allez ressortir et ça vous a fait juste du bien, ça vous a réchauffé le cœur, c'est un TJ Klune quoi. Donc n'hésitez pas, si vous dites oh là là, est-ce que c'est juste le dernier coup marketing et en fait l'histoire est pas dingue, pas du tout, moi j'ai adoré, et vraiment je vous le conseille fortement si vous avez envie de le lire et qu'il vous faisait déjà envie en anglais, foncez. Alors là pour le coup c'est un peu l'inverse, je sais pas si je vous le conseillerais mais je pense que c'était important de le mentionner. Le 9 avril il va sortir The Rulebook de Sarah Adams, qui est donc la suite de The Cheat Sheet. Donc c'est donc un tome compagnon puisqu'on suit à chaque fois un couple différent. Donc dans The Cheat Sheet vous savez on suivait ces deux personnages, il y en a une qui est ballerine et il y en a un autre qui est une star de la... j'allais dire de la NFL, ouais c'est ça, hein. Donc c'est une star du foot américain quoi, finalement ils sont amoureux l'un de l'autre depuis très longtemps mais ils ont jamais osé se l'avouer, etc. Et donc c'est un peu comment ils vont réussir à faire chavirer l'autre quoi. Et là on va sur une toute autre histoire puisqu'on est sur deux personnages, donc c'est toujours un joueur de football, il s'appelle Derek je crois, et l'autre elle s'appelle un truc en N, je sais plus comment elle s'appelle, Nia ou un truc comme ça. Et donc en fait si vous voulez, ils étaient ensemble au lycée et à la faculté, et elle s'est un peu... elle a un peu disparu du jour au lendemain sans laisser de traces, donc lui il était dégoûté parce qu'il pensait vraiment qu'ils feraient toute leur vie ensemble et tout, c'était un peu ce qu'ils s'étaient promis. Donc bonne ambiance quoi, mais elle en fait s'est dit non mais moi je n'ai qu'un objectif dans la vie, c'est devenir agent de sportif, donc je dois me concentrer en fait sur ma carrière, si je me concentre trop sur mon couple, je vais pas y arriver. Sauf que le jour où elle arrive enfin à être agent, et bah vous l'aurez bien entendu vu arriver, elle va être l'agente de Derek. Donc du coup elle va être là, ouh j'espère qu'il m'en veut pas trop. Et lui il va essayer de lui pourrir l'existence, parce qu'évidemment il lui en veut toujours. Donc non franchement, c'est une histoire qui est très mignonne, c'est une histoire qui va vous emmener... là comme ça vous avez l'impression que vous avez tout compris et que vous voyez très bien ce qui va arriver, et en fait pas forcément. Donc c'est une histoire qui est assez surprenante par moments et tout. Après moi j'ai pas vraiment réussi à m'accrocher à eux deux, je sais pas trop pourquoi. J'ai trouvé que c'était un green flag, les deux là, c'était un bon couple, il y a beaucoup de communication et tout ça c'est bien, parce que alors, moi le trope de miscommunication ça me saoule, je déteste. Donc là c'est pas du tout le cas et tout, donc c'est pas mal.
Mais pour moi, ça a fait un peu plif-plouf. Enfin voilà, j'étais un peu genre, ah ok, bon bah ok, c'était mignon, mais voilà, je l'aurais vite oublié. D'ailleurs, je me souviens plus de tout ce qui se passe, mais voilà. Mais c'est sympa, c'est du Sarah Adams, donc ça se lit très bien, c'est bien écrit, les personnages sont cool. Moi, ce qui m'aura manqué, c'est un peu l'effet communautaire qu'on avait dans le 1, où on a lui et tous ses potes là de la NFL, et c'est très très drôle, on a vraiment l'impression d'une petite famille. C'est ce qui m'a manqué dans le tome 2. Donc on verra ce qu'elle fera par la suite s'il y a un tome 3, mais bon, j'imagine que oui. Mais voilà, de nouveau le book, le 9 avril. Après, il y a un livre qui m'intrigue énormément, c'est le 10 avril, du coup ça sort aux éditions Sabran. C'est La sorcière de Thornfield de Sharon Lynn Fisher. Donc dans une édition, je suis obligée de vous la montrer, mais je sais pas si vous allez la voir. Bon alors, c'est très très beau, hein. Pour le coup, là, c'est quand même vraiment très très beau, le jaspage, tout. Enfin, il y a un côté un peu, vous voyez, la maison au sortilège d'Emilia Hart. Oui, je crois que c'est ça. Mais c'était un peu cette vibe aussi, là, de... Enfin, j'aimais beaucoup l'illustratrice qui avait fait la couverture, et je trouve qu'on retrouve un peu cette vibe un peu gothique et tout, là, c'est assez beau. Gothique et en même temps anglais, campagne anglaise et tout, donc c'est pas mal, et en même temps c'est un peu normal, parce que c'est une réécriture du coup de Jane Eyre des Sœurs Brontë, donc je sais pas laquelle a écrit Jane Eyre, je vais vous le dire tout de suite, ça serait quand même mieux. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Et alors moi je l'ai pas lu, Jane Eyre, je connais pas l'histoire, j'ai pas vu d'adaptation cinématographique, donc c'est pour le coup une œuvre que je connais pas. Je connais de nom, je vois à peu près l'histoire, mais faudrait vraiment que je le lise à un moment donné, mais les Sœurs Brontë, moi je suis team Jane Austen, donc j'avoue que les Sœurs Brontë, ça m'excite pas des masses. Je trouve ça glauque, je trouve ça hyper gothique, j'ai essayé de lire Les Hauts Hurlevent, je pense 100 fois, à chaque fois je suis là, je m'ennuie comme jamais. Donc je pense que c'est pas pour moi, c'est juste pas du tout pour moi cette écriture-là. Donc écoutez, cette réécriture, celle-ci en tout cas, va l'air plutôt cool. Donc, sorcière discrète, Jane Eyre mène une vie paisible dans l'école pour jeunes filles de Lowood où elle enseigne la botanique et un soupçon de magie à ses élèves. Mais son quotidien va être mis sans dessus-dessous le jour où une mission inattendue lui est confiée. En effet, elle est le dernier recours d'Edward Rochester qui vit reclus dans son manoir de Thornfield Hall, en proie à une menace surnaturelle. Alors qu'elle mène l'enquête, Jane se fera des alliés singuliers et devra apprendre à mieux connaître son employeur entre deux tasses de thé. Mais ses sortilèges et ses charmes de protection les plus ingénieux ne suffiront pas à résoudre la plus grande énigme de Thornfield. Car si elle espère vaincre les sombres forces à l'œuvre, c'est de Monsieur Rochester lui-même qu'il faudra percer le mystère. Donc franchement, ça a l'air très très cool. Je crois que l'histoire de Jane Eyre, c'était ça à l'origine. C'est cette jeune femme qui doit venir travailler dans le manoir de Monsieur Rochester, et je crois qu'il tombe amoureux, d'après ce que j'ai compris, mais bon. Moi ça m'intrigue vachement et je trouve qu'il y a une ambiance qui a l'air hyper, je sais pas, un peu dark et qui a l'air de foutre un peu les jetons, donc je vais peut-être l'acheter et me le mettre de côté pour Halloween, on verra. Ensuite il y a une sortie fantasy, romantasy, fantasy young adulte, je sais pas trop, qui sort, qui s'appelle The Half King de Melissa Landers, qui va sortir aux éditions Calix, pareil dans une édition, pour une fois les gars, l'édition Calix, et bah... Alors par contre si tu me fais pas le focus Coco... Et bah là, ok, franchement, très beau, très très beau. Donc ça sort le 16 avril, donc la déesse a maudit chaque premier-né des familles nobles. L'un est affligé d'une beauté dangereuse. Waouh, ça c'est triste, c'est vachement dur. L'autre d'un savoir destructeur, pareil. Un autre encore est dévoré par une soif de sang insatiable. Bon bah là, ok, d'accord. Mais la maison royale Mortara a reçu la pire punition. La nuit, le roi s'évanouit dans le néant. Oui, bah en effet. Quand il atteindra sa 21e année, il sera perdu dans les ombres pour toujours. Franchement, il y en a qui sont mieux lotis que d'autres, genre, il y en a un qui est hyper beau, il y en a un qui va s'évanouir dans les ombres à 21 ans. Franchement, la déesse, elle a quand même fait des choix. Hein. Donc Sa Majesté Kian Hannibal Mortara est le dernier de sa lignée, alors que son anniversaire approche, le royaume retient son souffle. Alors par contre, qui va l'aider, machin... C'est marrant, j'ai l'impression que c'est pas l'histoire que j'avais lue quand j'étais allée voir sur Goodreads. Je reviens. Ah mais voilà, il me semblait bien que c'était pas la même histoire du coup que ce que j'avais lu sur Goodreads, donc le résumé est comme ça au lieu d'être comme ça. Et donc on parle bien d'oracle, moi c'est ça qui m'avait attiré du coup dans ce livre-là. Donc on nous explique quand même que donc on a ce king là, ce roi là qui va à 21 ans disparaître pour de bon, mais surtout que on a Cerise du coup, Cerise, trop mignon quand tu utilises des noms français, tu vois, tout cucute comme ça pour des héroïnes et tout, je trouve ça trop drôle. Donc Cerise Solon, qui est donc une deuxième née, et a priori les deuxièmes nés sont toujours des oracles.
sauf elle, n'a absolument pas de pouvoir. Elle est quand même envoyée à la cour parce que tout le monde pense que c'est l'oracle et qu'elle va aider du coup le roi. Et en fait elle va se retrouver apparemment dans un espèce de nid de vipère avec tous les gens de la cour et tout, alors qu'en fait elle va devoir cacher le fait qu'elle a pas de pouvoir parce qu'à mon avis sinon il va lui arriver des bricoles. Donc ça avait l'air plutôt cool. Après j'attends de voir les premiers retours. Mais en tout cas ça avait l'air plutôt sympa. Et après le dernier livre dont j'avais envie de vous parler, juste pour vous le mentionner, parce que moi c'est pas un livre que j'ai adoré, mais je pense que c'était quand même bien de vous mentionner que ce genre d'ouvrage sort parce que je pense que ça peut plaire. C'est Witch Guide to Fake Dating a Demon, donc le guide des sorcières pour fake dating un démon, quoi, de Sarah Holly, qui va sortir du coup le 23 avril. Donc c'est l'histoire du coup de Marielle, qui en fait a des pouvoirs mais elle est un peu en galère. C'est la sorcière, vous voyez un peu la sorcière galérienne. À chaque fois qu'elle veut faire un sort, ça se passe pas très bien et tout. Le seul pouvoir qu'elle maîtrise vraiment, c'est le pouvoir des plantes, où là elle a aucun problème. Mais au sein de sa famille, tu peux pas être juste une sorcière botaniste, quoi. En fait, en gros, il faut que tu sois un truc extraordinaire, et donc elle a une pression de ouf par rapport à ça. Et donc, de temps en temps, bah, elle essaye quand même de faire des sorts, et à un moment donné, bah, elle va summon, elle va... pour comment on dit en français, elle va invoquer Osros, qui est donc un démon qui va arriver chez elle et qui va être un peu coincé, et qui va pas réussir finalement à repartir dans son monde, parce que lui aussi avait une mission qui était justement de je crois, hein, je veux pas dire de bêtises, mais de tuer une sorcière, je pense, pour avoir ses pouvoirs. Il y a une histoire comme ça, parce que leur monde est en décrépitude et tout. Et donc elle se retrouve avec ce mec là sur les bras en disant mais attends, mais genre qu'est-ce que je vais faire de toi, man? Et évidemment c'est assez cocasse, évidemment ils vont tomber amoureux et tout. Alors après c'est un livre qui avait bien commencé. Après moi il y a deux choses qui m'ont gênée, donc je vous en parle quand même, comme ça vous ferez votre propre opinion. J'ai trouvé que l'héroïne était très inconstante, c'est-à-dire que d'un coup Osros... elle le kiffe, elle trouve que c'est quelqu'un de bien malgré que ça soit un démon, machin et tout. La minute d'après, elle lui fait plus du tout confiance. Donc tu sais, t'as vraiment envie de dire, bah, c'est pas clair. Enfin, juste à un moment donné, t'acceptes sa condition de démon, tu te dis que ça peut quand même être quelqu'un de bien, et la seconde d'après, non, finalement, c'est un enfoiré, il faut surtout plus que tu le vois. J'ai trouvé ça pas crédible du tout, enfin ça m'énervait ce côté back and forth là qu'elle nous faisait, et j'ai trouvé que du coup le personnage était ultra influençable. Dès que tu lui disais quelque chose, elle changeait d'opinion comme ça, et ça en faisait pas une héroïne très intéressante. Enfin, j'aurais bien aimé qu'elle campe plus sur ses positions de moi j'aime la botanique, c'est mon truc machin et tout, j'arrête de me faire pressuriser comme une gamine, quoi. Donc ça m'a un petit peu agacée, et j'ai trouvé que le smut était beaucoup... too much. Alors après ça fait longtemps que je l'ai lu, donc maintenant vu tout ce que j'ai lu en smut, peut-être que ça me paraîtrait juste standard, mais à l'époque je m'étais quand même dit genre c'est un peu chaud, quoi. Donc c'est un livre qui était bien, c'est une série, sachez que du coup après il y a Witch Guide to Fake Dating a Vampire, je crois un truc comme ça, enfin, il y a d'autres tomes du coup avec les mêmes personnages du village. Je vais peut-être me le refaire en français, voir ce que j'en pense maintenant, et voir si mon avis a changé sur le livre, parce que je sais que quand je l'avais commencé, j'étais à fond et je trouvais ça trop cool. Donc potentiellement, écoutez, peut-être que voilà, 2 ans plus tard, je vais peut-être me dire « Oh finalement, ça passe ». Voilà, c'était tout pour les 15 lectures du mois d'avril, j'ai l'impression d'avoir parlé de ouf encore une fois, mais bon, au moins vous avez normalement un bon aperçu de ce qui va sortir et de ce qui me fait envie, moi, en tout cas personnellement. Dites-moi si vous avez aussi spoté des trucs qui vous font envie, dites-moi sur ce que je vous ai présenté, oh là là, on va y arriver, ceux qui vous font envie, et puis si vous avez pas envie de laisser un commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit émoticône, un petit emoji de votre choix, ça me fait toujours très plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, je vous souhaite de passer de merveilleuses lectures, et je vous dis à bientôt. Bye bye!